Un grand témoin un petit peu dubitatif. Vous avez remarqué ce qui a été dit aujourd'hui, des choses extrêmement intéressantes ce matin, entre toute cette masse animale qui augmente, cette augmentation aussi des modifications, ces animaux qui souffrent et ces écosystèmes qui se simplifient. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas tout à fait normal ? Normal eu égard aux injonctions que nous avions dans nos sociétés, qui étaient des injonctions, l'injonction prométhéenne, l'injonction même biblique, de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le comprendre pour pouvoir s'y développer nous d'abord. Or, cette injonction prométhéenne, elle passe par une simplification des choses. Donc après tout, je sais quoi déjà, c'était un flacon de Roundup avec le joli petit logo vert pour les oiseaux. En simplifiant en outrance, le Roundup va permettre d'avoir un nouvel environnement beaucoup plus simple. Mais si c'est simple, je peux penser le maîtriser. Et plus je simplifie, plus j'ai cet espoir de maîtriser. Et on s'aperçoit que plus on simplifie, plus on a l'espoir de maîtriser, et plus ça nous échappe quand même, car ça rend les choses vulnérables. Alors là, on se dit, mais que fait-on ? Ça a été la seconde partie de ce matin. Que fait-on ? Et vous avez remarqué ce qui est proposé ? C'est de laisser faire la complexité. Parce qu'on disait encore jadis, si tout s'arrête, la nature reprendra ses droits. Vous vous souvenez de ça ? Si l'homme disparaît, on aura du lierre en haut de la tour Eiffel au bout de quelques années, on ne sait pas. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du paradigme prométhéen de simplifier pour comprendre ? Voilà, une petite incise comme ça, peut-être qu'on pourra en reparler, parce que si c'est le cas, c'est une révolution. Merci Vincent. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Séverine Deguin, qui va nous parler d'épidémiologie. Et au travers de l'épidémiologie, je vais vous dire qu'elle a enseigné cette matière au sein de l'école des hautes études en santé de Rennes, et qu'elle est maintenant chercheur indépendant et a monté une société d'expertise sur le sujet des inégalités de santé et des vulnérabilités induites par les activités humaines. Et elle va nous traiter de ce sujet pendant une petite demi-heure maintenant. Séverine, je vous donne celui-là. Vous avez la petite zapette. Ouais. Voilà. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de vous présenter cette problématique sur laquelle je travaille depuis presque 20 ans, j'ai envie de dire. J'ai initié cette problématique sur les inégalités sociales et environnementales de santé un petit peu après les années 2000. Et j'ai rencontré pas des difficultés peut-être du même ordre que vous avez pu discuter à la table ronde précédente, mais j'ai rencontré quelques difficultés malgré tout pour initier cette problématique, puisque effectivement parler d'inégalité sociale, de santé et parler des effets de l'environnement sur la santé, j'abordais quelque chose qui était dans deux mondes différents académiques, j'ai envie de dire. D'une part, les chercheurs effectivement qui travaillaient sur les déterminants de santé en termes d'inégalité sociale de santé, et puis d'autre part, les chercheurs en santé-environnement qui là, effectivement, vont approfondir cette question des différents composants, polluants, etc., qui, ingérés ou en tout cas exposés, conduit à des problèmes de santé. Et donc notre ambition à ce moment-là, c'était de se dire, mais est-ce qu'on est tous égaux pour affronter ces agressions de l'environnement ? Donc la réponse effectivement est non. Mais en plus, est-ce qu'au-delà d'être tous égaux, est-ce que les conséquences sur la santé pouvaient ne pas être identiques sur les populations, et notamment les populations dites vulnérables d'un point de vue socio-économique. Et donc, il a fallu quelques années pour que je puisse, donc pour la petite histoire, décrocher des fonds de recherche pour traiter de cette question-là, puisque effectivement, j'étais un petit peu à cheval dans deux mondes académiques. Et donc, on a commencé à initier cette problématique-là voilà, j'allais dans le mauvais sens. Ouais. Donc, j'ai choisi dans cette petite demi-heure d'essayer de vous montrer un peu la chronologie de comment a évolué cette problématique en France.
Cette chronologie, parce que aujourd'hui, quand on parle d'inégalité environnementale, tout à l'heure, Vincent, vous avez abordé aussi le côté justice environnementale, etc. Aujourd'hui, on en entend parler, mais finalement, dans les années 2000, en France, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas. Et donc, il a fallu, au départ, définir ce qu'on appelait les inégalités environnementales, puisque derrière ce terme même d'inégalité environnementale, on avait différentes définitions, et donc on ne savait plus trop ce qu'on cherchait, ce qu'on souhaitait analyser lorsqu'on parlait d'inégalité environnementale. Donc on a passé tout un premier temps à bien définir ce qu'on appelait les inégalités environnementales, et puis deux temps marquants, alors autour de 2005 et 2012, et je vous en reparlerai. En 2005, on a commencé à travailler sur cette problématique en France, puisque effectivement, il a fallu passer par faire un état des connaissances, c'est-à-dire effectivement dire est-ce que c'est un vrai sujet en France? Et donc, il a fallu pendant de nombreuses années établir ce qu'on appelle un diagnostic ou un constat que oui, effectivement, et je vous montrerai quelques exemples, effectivement, c'est un vrai sujet en France, on n'est pas tous égaux, et les conséquences de nos expositions, des nuisances environnementales que nous subissons, eh ben, ces conséquences-là, elles sont plus prévalentes chez les populations socio-économiquement défavorisées par rapport aux populations plus favorisées. Un temps aussi important avec cette prise de conscience au niveau européen, où j'ai pu participer à 2 groupes de travail au niveau de l'OMS, avec justement cette prise de conscience qu'il fallait établir un état des lieux en Europe de cette problématique des inégalités environnementales. Donc on a travaillé avec différents représentants des pays européens sur cette problématique-là. Et puis aujourd'hui, le temps est venu de passer du constat à l'action, c'est-à-dire que ça y est, on a constaté, j'ai les arguments, j'ai envie de dire, pour justifier qu'il s'agit d'une vraie problématique en France. Mais souvent, ce que je dis, et c'est ce qui a aussi motivé mon passage de ce poste d'enseignant-chercheur dans l'école des hautes études en santé publique à ce poste d'expert au sein d'un bureau d'études, c'est ce maillon qui manque souvent entre le monde académique et d'essayer de transférer cette connaissance académique pour dire concrètement, ok, nous on est épidémiologistes, on a ce qu'on appelle nos risques relatifs, nos risques, mais moi sur le terrain j'ai des vraies décisions à prendre. Comment je fais? Et aujourd'hui, nous essayons de transférer notre connaissance et nous travaillons. Alors quand je dis nous essayons de transférer notre connaissance, c'est pas nous vers eux, c'est aussi eux, les collectivités qui nous font remonter leurs besoins, et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir justement essayer de utiliser ces résultats de recherche pour concrètement agir sur les territoires. Oh zut, bah, du coup... Voilà, alors je vous disais définition déjà des mécanismes. Alors quelque chose déjà on a commencé par clairement définir quels pouvaient être les mécanismes qui pourraient expliquer comment ce triptyque, je parle souvent de triptyque, les définitions de la défavorisation sociale ou des inégalités sociales, les événements de santé et nos nuisances environnementales, comment elles pouvaient avoir un lien entre elles. Donc on a identifié ce premier mécanisme qui s'appelle le différentiel d'exposition. C'est un terme simplement pour dire effectivement, là où nous résidons sur les territoires, nous ne sommes pas tous exposés. Alors par exemple la pollution de l'air, nous sommes tous plus ou moins exposés, mais pas à des niveaux identiques. Et donc il y a des variations sur les territoires. Et ces variations, elles ne sont pas équitablement réparties sur le territoire. Et notre hypothèse était effectivement que cette non-équirépartition sur les territoires était en défaveur des populations les plus défavorisées socio-économiquement. Et puis, il y avait ce deuxième mécanisme où là, on va introduire ce que Patrick Alva a introduit tout à l'heure, la notion de vulnérabilité, à savoir effectivement ce différentiel de vulnérabilité qui nous apprend que finalement, ces populations qui sont dites vulnérables du fait de leurs conditions socio-économiques, qu'elles soient ou non plus exposées aux nuisances environnementales, leur niveau d'exposition va faire quand même augmenter leur risque sur la santé lié à ce niveau d'exposition,
parce qu'elles sont fragilisées par tout un tas de facteurs que nous n'avons pas eu la prétention dans nos travaux d'étudier parce que voilà, ce n'était pas l'objectif, mais en tous les cas, des choses qui sont déjà très documentées, avec des maladies chroniques plus prévalentes pour les populations les plus défavorisées, un accès aux soins, des mobilités, enfin voilà, tout un tas de facteurs que nous connaissons qui les fragilisent. Et souvent, je parle comme j'explique ça en disant que c'est comme un verre ou un vase qui est déjà très plein pour ces populations plus défavorisées en termes de facteurs de risque, qui fait que l'exposition environnementale va venir là comme faire déborder le vase et qui effectivement va les conduire dans un état de santé plus dégradé. Alors, je vais vous montrer un petit exemple sur le différentiel d'exposition et je voulais juste, tout à l'heure, les présentations précédentes ont aussi parlé de... Il est intéressant ici aussi de dresser cette historique des différents concepts. On a parlé de justice environnementale. Effectivement, ce concept de justice environnementale, il est arrivé aux États-Unis, donc sous ce terme de justice environnementale, qui est aujourd'hui un mot... Donc je te confirme que je n'aurais pas pu faire cette présentation ailleurs qu'ici. Et donc ce concept de justice environnementale, c'était l'idée de mettre en avant le fait que certains groupes de population, et aux États-Unis c'était les populations noires, qui vivaient à plus grande proximité d'industries, de tout un tas de nuisances environnementales, et qui fait qu'effectivement elles demandaient réparation parce que ça avait des conséquences avérées sur son état de santé. Et puis c'est seulement dans les années 2000 qu'on a commencé à voir apparaître ces termes sous la dénomination non pas de justice environnementale mais d'inégalité environnementale dans les années 2000, et notamment pour se rapprocher des différents plans en France, c'est apparu dans le second plan national santé-environnement avec effectivement cette notion d'inégalité environnementale et ces actions qui appelaient à réduire les expositions environnementales et particulièrement chez les populations les plus défavorisées. Et puis, ça s'est prolongé ici. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que je voudrais vous donner quelques exemples, mais ça se prolonge aujourd'hui dans ce contexte de défi climatique où, effectivement, on va parler de justice climatique, de justice sociale, de justice environnementale, puisque, effectivement, le climat, on sait que les conséquences du climat, elles vont être aussi déséquilibrées selon les groupes de population et notamment en défaveur des populations les plus défavorisées. Donc cette diapo, juste pour dire que c'est une notion qui est en perpétuelle évolution en fonction de l'évolution aussi de l'actualité, de nos connaissances, etc. Mais derrière tout, même si on définit les choses différemment, il y a toujours cette notion d'une inégalité envers un groupe de population qui est souvent toujours en défaveur des populations les plus défavorisées. Alors, je vous le disais, on a établi un premier rapport, qui était le premier rapport qui était fait sur ce sujet-là, des inégalités environnementales. Premier rapport en 2012, qui permettait de dresser un état des lieux, justement, de où on en était des inégalités environnementales. Est-ce que c'était partout en Europe? Est-ce que c'était quels que soient les différents déterminants socio-économiques? Et donc, sans appel, ce premier rapport mettait en évidence qu'il existait des inégalités environnementales dans tous les pays d'Europe et que, effectivement, selon... Alors, vous pouvez retrouver le rapport sur Internet, j'en ai extrait quelques éléments, mais que suivant les indicateurs socio-économiques choisis, l'ampleur de ces inégalités pouvait varier, mais globalement, on retrouvait, quel que soit l'indicateur, quelle que soit l'exposition environnementale, on retrouvait toujours une inégalité en défaveur des populations les plus défavorisées. Alors ensuite, quelques recommandations, ça c'est plus des recommandations statistiques, puisqu'on a toujours ce souci de comparabilité des données entre les pays, et donc en même temps, on proposait des recommandations pour davantage avoir des données pour nous permettre d'aller plus loin dans notre étude.
Et puis en 2019, on s'est dit, bon bah voilà, ce rapport, il avait été vraiment énormément téléchargé. Il y avait eu une espèce de prise de conscience collective au niveau européen sur l'existence de ces inégalités. Et donc, il y a eu des choses de fait pendant ces quelques années qui se sont écoulées. Et en 2019, il a été proposé de refaire ce même travail pour un petit peu faire un diagnostic de l'évolution. Et donc, en 2019, ce rapport a permis de mettre en évidence qu'il existait toujours des inégalités environnementales, que de nombreuses inégalités environnementales s'étaient réduites, donc c'était quand même une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le rapport mettait en évidence d'autres sources d'inégalités environnementales, et notamment en lien avec le changement climatique, avec tout ce qu'on a aussi au niveau français, le problème de la précarité énergétique des populations, le problème de l'humidité des populations, le problème de la capacité de certaines populations à pouvoir conserver son logement soit au frais, soit au chaud, suivant si on est en période d'hiver. Donc finalement, ce rapport, il était à la fois positif en termes d'évolution des inégalités environnementales, mais permettait de révéler d'autres inégalités environnementales. En France, je suis désolée, on ne voit pas très bien. Si ça, je vais vous le dire. Je n'avais pas pensé que le blanc n'allait pas bien passer. Donc en France, moi j'ai développé un projet de recherche qui s'appelle le projet de recherche Equitarea, qui justement avait pour vocation d'essayer de documenter, de quantifier l'existence de ces inégalités environnementales en France. Et donc ici, j'ai fait un petit résumé des formes qui existent en France de relations entre le niveau socio-économique et les expositions environnementales. Donc vous l'avez compris, ce que j'ai appelé le différentiel d'exposition, c'est la relation entre le niveau socio-économique et le niveau d'exposition environnementale. Et donc, comme ça, en fait, quand on a commencé le projet, tout le monde nous disait « mais c'est évident, vous allez trouver que partout, les populations les plus défavorisées résident dans les lieux les plus pollués ». Et il s'avère qu'en France, on n'a pas trouvé ça. Et on est plusieurs pays d'Europe où on n'a pas trouvé ça. Alors attention, lorsque je dis les populations défavorisées ne résident pas toujours dans les lieux les plus exposés aux nuisances environnementales, je ne dis pas pour autant qu'elles n'ont pas un niveau d'exposition plus élevé. C'est là où elles résident, parce qu'il y a d'autres sources d'exposition que le lieu de résidence, il y a le travail, etc. Mais en tout cas, là où elles résident, ce n'est pas toujours les endroits qui sont les plus atteints en termes de nuisances environnementales. Et donc, je vous ai illustré ici par les 3 formes de relations qu'on peut obtenir. À Lille, on retrouve bien que les quartiers les plus défavorisés sont également les quartiers où les niveaux d'exposition environnementale et notamment la pollution de l'air sont les plus élevés. Donc on est dans cette hypothèse attendue. À Lyon et à Strasbourg, on se retrouve avec quelque chose de plus intermédiaire. Ce sont ni les populations résidant dans les quartiers les plus riches, ni dans les plus pauvres, si je fais un raccourci, mais ce sont les quartiers intermédiaires. Et puis à Paris, alors c'est pour ça que j'ai bien mentionné que ça ne veut pas dire que quand on réside dans des quartiers les plus pollués, on est forcément soit plus exposé ou moins exposé. À Paris, comme d'autres capitales européennes, notamment à Rome, on se retrouve dans une situation inversée où certains quartiers de Paris, plus riches, situés le long par exemple des grandes voies que l'on connaît, donc plus riches, sont aussi les quartiers pour lesquels le niveau de pollution de l'air sont les plus élevés. Donc c'est pour ça qu'attaquer cette problématique des inégalités environnementales, c'est pas un sujet simple, parce qu'il n'y a pas une réponse unique à ce problème-là. Et donc on a essayé de pousser un petit peu sur les explications, où on s'est rendu compte, et encore une fois là, l'histoire entre en jeu, on s'est rendu compte que finalement ces différentes formes de relations pouvaient en partie s'expliquer aussi par l'histoire de l'aménagement des territoires, et que c'est cette histoire de l'aménagement du territoire, donc le passé qui nous conduit à vivre sur les territoires tels qu'actuellement, peuvent en partie expliquer, donc si on reprend Lille,
nous connaissons tous le passé industriel de l'île qui avait conduit les populations ouvrières à résider en proximité de ces industries. Et aujourd'hui, finalement, il reste que ces maisons ouvrières sont toujours occupées par des populations plutôt plus modestes et donc restent à proximité de nuisances environnementales plus importantes. À Paris, nous connaissons également les différents changements qui ont conduit à un peu relarguer les populations les plus modestes en périphérie de Paris. Et à Lyon, la topographie du territoire fait qu'effectivement, Lyon a une situation un petit peu intermédiaire avec, ce sont les populations ni les plus riches ni les plus aisées. Passons au différentiel de vulnérabilité. Donc je voulais un peu expliquer, à savoir que la vulnérabilité, ça veut dire que finalement les populations elles sont déjà rendues vulnérables de par leurs conditions de vie plus dégradées, si je veux dire, liées à leur niveau socio-économique. Et donc effectivement, l'environnement va être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui fait qu'on va avoir une augmentation des problèmes de santé pour ces populations-là, même si elles ne sont pas plus exposées, par exemple, à la pollution de l'air. Quelques chiffres qui commencent à dater, puisque c'est un travail que l'on a publié en 2019, il me semble, mais je trouve qu'elles sont toujours, c'est un travail qui est toujours parlant. On s'est intéressé sur Paris à travailler sur la mortalité toute cause. Et donc, on a regardé quelques jours auparavant le décès, quel était le niveau de pollution de l'air sur son lieu de résidence. Et on a, en épidémiologie, on a nos modèles, donc on a cherché à quantifier quel était l'excès de risque de mortalité lié à ce niveau d'exposition quelques jours avant le décès. Et donc, voilà ce qu'on obtient. On obtient pour Paris intramuros, si on considère tout Paris, sans différenciation du niveau socio-économique, de la disparité de l'exposition, on obtient malgré tout un excès de risque de mortalité de 1%. Cet excès de risque, il va monter à 3% si on regarde plus précisément cet effet pour les gens qui résident dans les quartiers défavorisés. Et puis, si on continue à travailler, à zoomer en quelque sorte, et qu'on s'intéresse aux populations qui résident et dans les quartiers les plus défavorisés et dans les quartiers où c'est tout le temps pollué, par exemple le long des différentes du périph', eh bien, on arrive à 6%. Alors même que sur le papier, je vous le disais tout à l'heure, en moyenne, les niveaux d'exposition au niveau des différents quartiers, ce ne sont pas les quartiers les plus défavorisés qui subissent des niveaux d'exposition plus élevés. Et donc là, on a il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'effectivement, je vous montrerai tout à l'heure sur une étude qu'on a réalisée avec Santé publique France. Vous avez tous en tête les 40 000 morts attribuables à la pollution de l'air qui sortent régulièrement dans la presse. Et en fait, nous, on travaille sur le fait que, oui, mais ces 40 000 morts, ils ne sont pas uniformément répartis dans la population. Et qu'effectivement, ces 40 000 morts, il y a peut-être des priorités aussi à faire en termes d'action pour prendre conscience des expositions environnementales, pour faire en sorte de rééquilibrer tout ça et faire qu'il y ait moins de décès, évidemment, mais qu'il y ait moins ce déséquilibre, cette non-équité en termes de santé. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est arrivé dans le constat. Je suis désolée, les deux derniers points, c'est les mêmes, j'ai fait un copier-coller. Donc on est dans le constat. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'il existe des inégalités environnementales en France. Donc ça, c'était le premier point. Qu'il existe des inégalités environnementales, mais qui ne prennent pas la même forme selon le territoire à étudier. Donc ça, c'est le second point qui complexifie justement la prise en compte de ces inégalités environnementales au sein des territoires et qui nécessite une coopération de proximité locale avec les collectivités qui s'attaquent à cette problématique-là. Malgré tout, ce que nous, on montre, et donc ça, effectivement, je pense que ça étonnera personne, on montre que peu importe la forme de la relation, peu importe le territoire, les études nous montrent que de toute façon, les conséquences sur la santé sont tout le temps plus importantes pour les populations les plus défavorisées. Qu'on soit dans la situation de l'île
où on a l'hypothèse classique, de Paris ou des autres villes qui ont des formes très différentes, on se retrouve toujours dans cette même situation d'une inéquité entre les populations plus riches et les populations les plus pauvres. Juste 4 exemples. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Donc, 4 exemples sur la prise en compte des inégalités sociales de santé. Donc, je vous le disais, nous, tout ce travail, on l'a fait aussi pour vraiment apporter les preuves scientifiques que c'était une vraie problématique en France et qu'effectivement, il fallait maintenant le prendre en compte sur les territoires. Et donc, souvent, c'est cette phrase qu'on dit il faut passer du constat à l'action. C'est-à-dire le constat, ce sont nous les scientifiques, et l'action, c'est concrètement, par exemple, c'est la mise en place des ZFE, des zones à faible émission, et j'ai cru voir sur les news qu'il y en avait certains qui venaient de... Donc voilà. Donc effectivement, ça c'est clairement des interventions qui sont faites sur les territoires, et donc aujourd'hui, nous on accompagne certaines collectivités pour prendre en compte, mettre en place des actions qui visent à améliorer par exemple la pollution de l'air, tout en étant vigilant que ces interventions n'aient pas comme conséquence indirecte d'accroître les inégalités sociales de santé. Donc premier exemple, un plaidoyer que nous avons rédigé il y a quelques années avec l'UNICEF, où c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais les premiers qui voient les conséquences durables, et je crois que c'est vous, Vincent, qui avez parlé de l'exposome, ce sont les enfants, où effectivement, d'une part, les enfants, ils n'ont pas encore un mécanisme de défense assez mature pour permettre de lutter correctement contre les agressions de l'environnement. Donc ce sont les premiers victimes, et donc on est en train de travailler justement sur l'explosion de l'asthme. Alors il y a aussi les pollens, etc. Mais voilà, il y a aussi cette conséquence-là. Et donc nous avons travaillé avec l'UNICEF pour allier un plaidoyer, mais basé, j'ai envie de dire, sur les connaissances scientifiques que nous avions élaborées, et pour pouvoir proposer des pistes d'action. Et donc, par exemple, il y a certainement des choses que vous connaissez, comme les rues aux écoles. Autour de certaines écoles, il est dorénavant interdit de circuler, puisqu'on s'était rendu compte que les véhicules qui amenaient les enfants le matin provoquaient un niveau d'exposition à la pollution de l'air très importante autour des écoles. Et donc, effectivement, l'école devenait un lieu d'exposition aussi important pour les enfants. Et donc, ça, c'est une première retombée, c'est de pouvoir contribuer à alimenter, documenter les différents plaidoyers qui sont rédigés. Et là, juste sur cette diapo-là, on s'était rendu compte que les écoles, alors d'IREP et REP+, donc vous savez, c'est le réseau d'éducation prioritaire, donc ce sont des écoles qui accueillent plutôt des populations plus défavorisées, et du coup qui ont des moyens supplémentaires pour ces écoles-là. Et en fait, on se rendait compte qu'en termes d'exposition, il y en avait 3 fois plus qui dépassaient la norme européenne. Donc le lieu où était l'école, en termes d'exposition, il y en avait 3 fois plus qui dépassaient la réglementation européenne. En termes deuxième impact, un projet sur lequel nous travaillons, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, par les chiffres qu'on avait, alors je vais vous décrypter cette slide, c'est qu'on se rendait compte qu'effectivement, actuellement, il y a quand même, il faut positiver, il y a quand même une amélioration de la qualité de l'air. On assiste quand même à une diminution des concentrations d'un certain nombre de polluants. Et donc, par exemple, à Lyon, ici, sur le premier tableau, vous voyez, entre 2002, 2005 et 2006, 2009, on avait réduit les niveaux de concentration en dioxyde d'azote, puisqu'on était passé de 43,6 microgrammes à 38,6 microgrammes. Donc c'est une vraie diminution en termes de concentration du dioxyde d'azote que l'on peut attribuer à un certain nombre d'interventions qui ont été mises en place. Par contre, si on regarde de plus près comment cette amélioration des concentrations, elle se distribue
sur le territoire et notamment en fonction du niveau de défavorisation socio-économique des quartiers. Et bien là, on s'aperçoit que parmi, c'est les chiffres ici dans évolution, parmi les 20% des IRIS, donc c'est des petits quartiers, les plus défavorisés, on avait une amélioration donc non négligeable de 16%. Mais on atteignait presque 20% dans les quartiers les plus favorisés. Donc on voit bien que si on n'ajoute pas dans l'intervention qu'on cherche à mettre en œuvre, qui améliore la qualité de l'environnement, si on n'a pas, dès la conception, si on n'a pas conscience de l'existence de ces inégalités sociales de santé, on a involontairement une conséquence qui est que effectivement cette amélioration, elle n'est pas équirépartie sur le territoire, mais qu'en plus, cette amélioration, elle est toujours en défaveur des populations les plus défavorisées. Donc, ce qui nous a conduit à proposer un projet de recherche qui est encore en cours, donc je n'ai pas de résultats à vous montrer, mais c'est pour vous dire que voilà, on fait quand même des choses maintenant avec les collectivités et donc aujourd'hui on travaille avec l'agglomération de Rennes et l'agglomération de Strasbourg pour justement les aider à scénariser des interventions visant à améliorer la qualité de l'air, tout en, dès le début, on intègre le fait qu'il existe des inégalités sociales de santé et qu'on veut à minima qu'elles ne soient pas creusées par cette intervention qui améliore la qualité de l'air, mais voir si on ne peut pas les mettre en œuvre de telle sorte qu'on puisse même réduire l'existence d'inégalités sociales de santé. Donc c'est le projet Impact Health et donc ça réunit un certain nombre d'experts, comme il s'agit de la pollution de l'air, donc bien sûr les experts incontournables de la pollution de l'air qui sont les associations de surveillance de la qualité de l'air, les observatoires régionaux de la santé pour le volet sanitaire et des chercheurs plus académiques comme le CNRS, le HESP, etc. Et puis, plus récemment, en fait, peut-être avez-vous vu passer le dernier rapport de Santé publique France, justement sur l'évaluation des bénéfices sanitaires, cette fois-ci en termes de morbidité, et non pas en termes de mortalité, ce qui a été fait jusqu'ici. Et donc, on a parlé rapidement dans la table ronde précédente des conséquences, diabète, etc. Et donc, pour ces maladies-là, on a fait une évaluation des bénéfices sanitaires. Et pour la première fois, on a intégré ce volet inégalité sociale avec justement regarder selon le niveau de défavorisation socio-économique des communes, comment se distribuaient ces bénéfices sanitaires. Et là, je vous en ai fait juste un petit extrait qui est concernant ici, c'est l'asthme, parce qu'on parlait de l'enfant. Donc du coup, j'ai pris l'asthme chez l'enfant. Alors, on ne voit pas trop bien, mais pour vous montrer qu'en gris foncé, ça concerne les communes défavorisées. Et donc, c'est le taux d'asthme chez les enfants. Et donc, en gris clair, ce sont aussi les taux d'asthme. Et donc, pour montrer qu'effectivement, on va éviter, si on intervient et qu'on diminue les niveaux de pollution, on évite davantage d'asthme chez les populations les plus défavorisées que les populations favorisées. Et ici, pour vous montrer aussi le taux d'asthme évité, c'était sur Rennes, entre la première barre qui représente les quartiers les plus favorisés et la dernière barre qui représente les quartiers les plus défavorisés. Et on voit aussi qu'on a un gradient du taux d'asthme en fonction du niveau de défavorisation socio-économique des différents quartiers. Donc voilà, en conclusion, nous, ce qu'on propose, c'est d'intégrer les expositions environnementales, le fait qu'elles s'accumulent différemment au cours de la vie, selon le niveau de défavorisation socio-économique. Et ce qu'il faut savoir dans ce contexte d'exposome, c'est qu'effectivement, ça s'accumule dès le début de la vie. Et en fait, le corps a une mémoire, donc on a vraiment cette accumulation tout au long de la vie qui fait que aujourd'hui, nous, ce sur quoi on essaye de travailler, c'est travailler sur les enfants, puisque effectivement, l'idée, c'est de prévenir le maximum chez les enfants pour qu'ils puissent rentrer à l'âge adulte avec le meilleur capital santé possible, parce qu'il y a des choses qui sont plus réparables après.
Et donc renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l'élaboration des politiques visant à améliorer la qualité de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si, vous le voyez, on commence à travailler avec les collectivités, donc c'est que les choses avancent, mais jusqu'ici, on avait un cloisonnement entre les collègues qui travaillaient au niveau des collectivités en santé-environnement et les collègues qui faisaient plutôt de la prévention, promotion pour tout ce qui est inégalité sociale de santé. Donc voilà, il faut essayer de combiner tout ça et de vraiment intégrer le volet social dans l'élaboration des différentes politiques santé-environnement. Et puis, voilà, on essaye de penser à adapter les différentes interventions en fonction du niveau de défavorisation socio-économique de la population. Et puis, un petit focus sur les enfants pour dire qu'effectivement, il faut améliorer la prise en compte de la vulnérabilité particulière de ces enfants et les protéger davantage, et notamment le petit travail qu'on avait fait avec l'UNICEF, de montrer qu'effectivement, même sur le lieu d'école, ils sont exposés à la pollution de l'air. Voilà, je vous remercie. J'ai débordé. Non, j'ai pas débordé. C'était parfaitement clair et je pense que vous avez montré et les enjeux et les difficultés de l'épidémiologie et nous avez montré également tout l'intérêt de la discipline de santé publique pour notre santé à tous. Je voudrais faire juste un tout petit commentaire. Vous avez vu que Madame Degan vous a montré des normes. Ces normes, elles sont données par des toxicologues qui sont des spécialistes de l'ANSES et qui travaillent avec d'énormes difficultés. Énormes difficultés parce que technologiquement, mesurer un polluant dans un organisme, mesurer la corrélation entre un polluant et l'émergence d'une maladie, ça nécessite des données monumentales. La deuxième chose, c'est que déterminer une dose toxique ou non toxique dépend uniquement de l'expérimentation animale, et l'expérimentation animale n'est pas directement projetable sur les effets sur l'homme. Donc le toxicologue, il peut se tromper. Et Vincent de Victor vous a dit ce matin que non seulement le toxicologue, il avait un métier difficile, mais il vous dit aussi qu'il a une vie politique difficile, dans le sens où on lui met quelques pressions sur le dos, en lui demandant éventuellement de moduler un petit peu les normes, soit vers le haut, mais plutôt vers le bas, alors qu'il souhaiterait le faire dans ce sens pour des raisons de principe de précaution, qui, je vous le rappelle, est inscrit dans notre belle Constitution. Et donc, franchement, je dirais qu'il y a aussi une profession qui se cache derrière tout ça, à souligner, qui essaye de nous protéger, qui fait ce qu'elle peut avec d'énormes difficultés techniques et scientifiques. Par contre, vous avez une très belle expérimentation avec le périph'. Là, en 2001, vous avez publié, 2021, 2019, vous avez publié dans un PLOS ONE. Bon journal, je vous félicite. Et là, vous aviez un taux de NO2 et de CO2 sur le périph' qui est très contesté aujourd'hui avec la limitation à 50 km/h, dont on sait que l'accidentologie s'est améliorée, dont on sait que la pollution s'est améliorée. Et donc, il faudrait rapidement savoir si la surmortalité s'améliore aussi. Ouais, en fait, ce qui est très difficile dans ces études, c'est que la mortalité, c'est un événement sur du long terme. Et donc, en fait, la grande difficulté qu'on a quand on travaille en santé-environnement, c'est le temps de latence qui existe entre le moment où vous êtes exposé et le moment où la maladie ou éventuellement le décès arrive. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, on est sur le coup. Mais effectivement, on rencontre des difficultés méthodologiques et compte tenu du contexte politique un petit peu, en ce moment, un peu touchy, là, il va falloir prendre des précautions méthodologiques pour garantir que ce que nous mettrions en évidence n'est pas simplement le reflet méthodologique, mais a un vrai sens, en fait. Absolument. Des questions ? Oui. Merci beaucoup pour l'exposé. J'avais une question sur les zones iris. Oui. En fait, comment sont-elles définies? C'est le prix au mètre carré? Non, je vous interromps. En fait, j'ai pas pris de temps pour définir ça parce que effectivement, c'est un peu
notre unité d'analyse. Donc, en fait, vous avez l'échelle de la commune et en fait, l'INSEE propose un découpage infracommunal qui permet de descendre à une maille plus fine. Et en santé environnement, c'est quelque chose d'assez utile puisque la distribution spatiale d'un polluant se limite pas aux frontières. Et plus cette maille est fine, plus vous allez avoir vraiment une bonne dispersion des polluants comme le plus représentatif de ce que nous respirons. Donc l'IRIS, simplement, ça veut dire îlot regroupé pour l'information statistique. Et donc c'est une unité plus petite que l'échelle que la commune et ça permet d'avoir des études plus fines en termes de mesure de l'exposition. J'aurais dû le préciser, j'ai passé sous silence. Oui. Merci. C'est vrai que les structures des villes, en général, font qu'il y a des écoles par quartier. Ce qui est peut-être pas, finalement, si je réfléchis, c'est peut-être pas plus mal, parce que les parents amènent à pied leurs enfants. Il y a moins de stationnement. Par contre, c'est vrai qu'on construit beaucoup aussi d'écoles hors l'agglomération. Et là, en effet, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'il faut les amener, ces enfants, et on ne peut les amener que par un véhicule. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut à nouveau remettre les écoles plutôt dans les centres ou dans les quartiers, et puis éviter ces constructions de périphériques ? Alors, merci pour votre question. Votre question, elle fait écho au fait qu'on ne peut pas prendre des décisions de façon isolée, cloisonnée dans chacun. Donc ça veut dire que ce que vous dites doit être accompagné d'une réflexion sur la mobilité des populations et faire en sorte de favoriser l'accessibilité aux écoles et de mettre à disposition d'autres moyens de transport pour éviter justement que ce côté positif qui est de mettre ailleurs et pas proche des zones très à fort trafic, eh bien, ne soit pas pénalisé par d'autres aspects qui fait que, effectivement. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'en fait, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est un peu la difficulté de cette problématique inégalité sociale et environnementale de santé. C'est en fait, si on tire d'un côté, ça augmente de l'autre. Et donc, il faut avoir une vue un petit peu globale et pas simplement isolée de « j'ai une intervention pour améliorer la qualité de l'air ». Bah oui, mais non, enfin, c'est aussi, voilà, il y a tout le reste qui bouge aussi. Donc, ce n'est pas vraiment une réponse, mais c'est pour dire qu'effectivement, c'est tout l'enjeu de pouvoir à la fois tirer d'un côté tout en faisant attention à l'autre volet. La problématique est la même pour tous, c'est ce qu'on dit depuis le début de la matinée, c'est que tout est intriqué et que sans une réflexion profonde, pluridisciplinaire et éventuellement des solutions d'abord expérimentales, on n'arrivera pas à améliorer la situation de manière simple sur une décision simple, unilatérale. Merci. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire parce que ce que vous êtes en train de dire a été déjà fait. L'IPES, la plateforme intergouvernementale pour la science et la politique, etc., ils ont sorti très récemment une évaluation au niveau global sur le changement transformateur. Dans cette évaluation, qui a plusieurs centaines de pages, et c'est clair, ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais ça a été aussi résumé, il donne plein des schémas, des stratégies, comment nous, on a besoin de transformer notre société pour arriver à un avenir plus soutenable. Et qui inclut toutes les parties, si c'est la biodiversité, si c'est la médecine, si c'est la sociologie, la équitabilité, l'éducation, etc. Et vous pouvez facilement regarder par Internet, vous pouvez trouver certains trucs. Je ne suis pas sûr qu'elle a été déjà complètement traduite en français, mais c'est évidemment une source importante. Merci. Merci. Pour Sylvain Pongy, attention à la montée des eaux avec le réchauffement climatique.